Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Radio Apollon. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du retour de l'histoire. Les élites occidentales ne sont jamais satisfaites de leur peuple. Lorsqu'ils se complaisent dans les joies avilissantes du consumérisme et du divertissement vulgaire, les élites les caricaturent en foule sentimentale, individualiste et sans mémoire. Mais quand les peuples exigent le respect de leur histoire et de leur identité, les élites tensent le retour des passions tristes et brocardent l'épidémie des nostalgies et du passé doudou des masses infantiles. Le dernier ouvrage de Bruno Tertrais est typiquement l'ouvrage d'un membre de l'élite française qui observe avec la distance affectée d'un entomologiste la grande revanche des passions historiques en France et dans le monde. Il le fait avec ce balancement avisé, ce oui mais, qui fut longtemps la marque de fabrique des élites françaises passées par Sciences Po et qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec le en même temps macronien. Les tragédies du XXe siècle sont un réservoir inépuisable de métaphores, se moque avec raison Tertrais. Et en même temps, les analogies historiques peuvent être légitimes en tant qu'outil heuristique. Le devoir de mémoire est essentiel, et en même temps, le devoir de l'histoire est plus important que le devoir de mémoire. Le choc des civilisations est une simplification abusive, et en même temps, un paradigme autoréalisateur. Nous ne devons pas avoir de mépris pour les partisans du c'était mieux avant, et en même temps, dénoncer la régression et la peur du changement. Nous devons reconnaître que la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, l'État islamique ont un vrai sens de l'histoire, et en même temps, s'inquiéter des manipulateurs de l'histoire que sont Poutine, Erdogan et leur père. Bruno Tertrais est un spécialiste de la géopolitique, trop avisé pour ne pas analyser les causes de ce besoin irrépressible de racines et d'identité. Explosion démographique, grande migration, urbanisation de masse, uniformisation culturelle par la mondialisation venue d'Occident. Il est même un observateur trop lucide pour ne pas établir une distinction entre l'Europe et le reste du monde. D'un côté, les élites européennes qui, après les horreurs, massacres et destructions du XXe siècle, ont comme objectif d'être une avant-garde post-historique et post-moderne de l'humanité. En face de ces élites européennes qui veulent sortir de l'histoire, il y a tous les autres qui n'aspirent qu'à y rentrer. Tous les patrons de ces peuples et civilisations qui furent des géants et qui avaient été ramenés au rang de nains par l'extraordinaire dynamisme européen et occidental. Chine, Inde, Russie, Turquie, Islam, voire Israël ou Afrique noire, chacun son style, chacun sa manière, mais la revanche de l'histoire est d'abord celle de ces peuples qui s'appuient sur leur passé glorieux pour fonder un avenir puissant. Car seul le passé glorieux légitime le présent et l'avenir puissant, comme l'avait très bien compris Sioran. Tant qu'une nation a la conscience de sa supériorité, elle est féroce et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. Ce constat cynique, mais ô combien réaliste, est à 1000 lieues de la pensée balancée. Trop balancée, pacifique, pacifiste, de notre géopoliticien, il se moque, non sans raison, des hallucinantes compétitions mémorielles des peuples voisins, aux quatre coins de la planète, où l'archéologie devient un sport de combat politique. Il craint à juste titre une réplique asiatique de la Première Guerre mondiale, avec la Chine dans le rôle de l'Allemagne, les États-Unis dans celui de l'Angleterre et Taïwan, et d'autres îles dans celui de l'Alsace-Lorraine. Mais cette utilisation de l'histoire, Bruno Tertrais parlerait d'instrumentalisation, et de tous les temps et de tous les pays. La monarchie capétienne se voulait héritière de l'Empire romain, et Napoléon s'affirmait comme le nouveau Charlemagne. Renan nous a appris qu'il n'y avait de nation rassemblée sans une histoire partagée et la volonté d'en perpétuer l'héritage. En dépit de ces excès et de leur ridicule, nous ne devrions pas moquer ou craindre les synthèses historiques tentées par les autres civilisations. Le russe, Poutine, marie le souvenir des tsars et de Staline, comme les instituteurs de la Troisième République amalgamaient l'évocation glorieuse des serviteurs de la monarchie, Sully, Richelieu, Colbert, avec la révolution de 1789. Notre drame français n'est pas tant dans l'instrumentalisation excessive de l'histoire que dans la volonté de nos élites, la plupart des politiques et des universitaires, d'effacer l'histoire de France pour mieux la remplacer par des histoires diverses, qui respecteraient les mémoires concurrentes et qui seraient l'émanation des différents peuples vivant sur le sol français. Tertrais
a bien compris que la querelle historique française venait de cet affrontement sourd et masqué par les médias entre les élites. Cette majorité longtemps silencieuse, qui ne se reconnaît pas dans le relativisme culturel, la promotion de la diversité et des minorités, au détriment du récit national fédérateur. Mais au-delà de ce constat lucide, notre auteur reste d'une pudibonderie de chersière quand il s'agit d'ergoter sans fin sur la différence entre récit et roman national, sur les racines chrétiennes de la France ou sur nos ancêtres les Gaulois, qui ne doivent pas suggérer une conception biologique du peuple français. Notre auteur reprend et approuve le programme de l'enseignement secondaire, concocté par les patrons pédagogistes et l'éducation nationale. En travaillant sur des faits historiques, les élèves apprennent d'abord à distinguer l'histoire de la fiction et commencent à comprendre que le passé est source d'interrogation. Tertrais refuse de voir qu'avant de s'interroger sur le roman national, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut des professeurs qui veulent l'enseigner et des élèves qui veulent évidemment l'apprendre.